Salut à toutes et à tous, c'est Captain Popcorn. Eh oui, je vous assure, c'est moi, voilà même mon jingle, si vous voulez. Alors, est-ce que vous avez adoré la première saison de The Boys et est-ce que vous avez envie de théories bien solides sur la saison 2 qui arrive le 4 septembre sur Prime Video? Et bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. En revanche, si vous ne voulez absolument rien savoir de la suite, je vous conseille plutôt de passer votre chemin. Allez, c'est parti pour 5 grandes pistes de théories qui pourraient bien vous faire exploser le cerveau. Et c'est pas Popclo qui dira le contraire. On commence par la fin de la première saison qu'il faut avoir vue avant d'aller plus loin, bien sûr. De toute façon, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, c'est irrévérencieux, impitoyable et terriblement réaliste quant à la faiblesse de l'homme face à la corruption qui arrive avec le pouvoir. Vous êtes prêts pour les spoilers, c'est bon ? La fin de saison 1 aura un impact majeur sur les personnages et les événements de la suite, c'est sûr. Commençons par la survie de Becca qui élève seul Ryan, le fils de Homelander, le Superman parodique qui filerait des cauchemars au véritable Batman. Premier impact, cette révélation a pris totalement à contre-pied les lecteurs des comics qui ne pourront pas jouer au petit malin et vous gâcher la suite. Surtout la source première de la haine de Billy Butcher envers les super provenait du viol et de la mort présupposée de son grand amour et cette découverte pourrait bien ébranler ses convictions. Ceci dit, même si la question était laissée en suspens en saison 1, je pense que Becca a bien été violée par Homelander. Ensuite, elle a dû être confrontée à un choix terrible puisqu'elle était enceinte. Révéler la vérité à Billy aurait sans doute abouti à sa mort. La seule façon de le protéger était peut-être, du point de vue de Becca, de disparaître pour élever l'enfant et le soustraire à l'influence de l'entreprise Vought International qui manipule tout ce monde des super-héros. Butcher va devoir déterminer sa façon d'être envers Becca et surtout envers Ryan, cet enfant qu'il pourrait percevoir comme l'incarnation même de la vie qu'on lui a enlevée. Sachant que Becca a disparu en 2012, on peut supposer que l'enfant grandit à un rythme anormalement élevé. Il ne fait aucun doute qu'il a hérité de certains pouvoirs, reste à savoir lesquels et surtout à quel niveau de puissance. Tout l'enjeu pour Billy sera de choisir entre l'acceptation ou la haine. Il pourrait décider de s'en débarrasser de ce gamin, même si l'amour de Becca pour son fils devrait, je pense, l'en dissuader. Et de mon point de vue, il pourrait s'agir là d'un point de rupture pour la psychologie du personnage brillamment incarné par Karl Urban, déjà dans une moralité grise et qui pourrait basculer, peut-être en fin de saison 2, vers la noirceur totale ou, au contraire, s'accrocher à une lumière retrouvée. Pour ce qui est de l'enfant lui-même, j'entrevois 2 possibilités. Soit il sera essentiel à l'intrigue, jusqu'à devenir celui capable de vaincre physiquement son père, Homelander, soit il sera tué dès la saison 2, peut-être avec Becca. Après tout, c'est son fils, sa bataille, il fallait pas qu'elle s'en aille. Et justement, du côté de Homelander, on peut supposer que le demi-dieu, déjà plus qu'à demi-dingue, pourrait voir dans cette découverte l'opportunité d'élever une super famille, ou même de devenir une super nounou, mais quelque chose me dit que ça risque rapidement de partir en super sucette et qu'il pourrait lui-même tuer son fils et Becca. Ce qui est sûr, c'est que l'angélique blondinée aux yeux revolver devra expliquer la disparition non seulement de Madeleine Stillwell, mais aussi de sa maison et de son bébé. Le plus simple sera de tout mettre sur le dos de Billy Butcher, et après tout, c'est bien lui qui a pressé le bouton, prêt à sacrifier un nourrisson pour tenter de tuer Homelander. Et oui, puisque quand je vous dis que le mec a une moralité grise, je suis sans doute déjà trop gentil d'au moins 2 bonnes tonalités. Résultat, les boys pourraient se retrouver plus isolés encore, voire pourchassés par les autorités, à moins de pouvoir se démontrer vraiment utiles au gouvernement. Du côté de chez Vought, la multinationale bâtie sur les épaules des 7, la disparition de Madeleine Stillwell ramènera Monsieur Edgar au premier plan, avec ce cher Giancarlo Esposito dont on connaît le talent pour camper de mémorables méchants. Pour reprendre la main et se prémunir des accès de colère de Homelander, il est même possible que Monsieur Edgar soit à l'origine de l'introduction d'un nouveau personnage essentiel en saison 2, Stormfront. Et voilà qui nous amène directement à la 2e piste de théorie avec les nouveaux personnages attendus. Dans les comics, Stormfront est apparemment le premier super-héros créé par l'Allemagne nazie en 1938, la même année que la première publication de Superman, pour appuyer le clin d'œil. Dans la lignée des modifications apportées par la première saison et qui ont permis, de mon point de vue, d'affiner et de crédibiliser le propos du comics, on aura une version qui me semble particulièrement intéressante de Stormfront, qui sera incarnée par Aya Cash. Si dans les comics Stormfront est le plus puissant des membres du groupe Payback, qui vient copieusement parodier les Avengers, je pense que dans la saison 2, il s'agira plutôt de rééquilibrer le groupe des 7 avec justement une femme pour faire suite aux révélations de harcèlement de Starlight.
on remarque le V de Vought sur le corsage de la demoiselle, symbole étroitement associé au chiffre 7. Stormfront est une jeune femme qui pourrait ne pas craindre Homelander et modifier donc le rapport de force au sein du groupe. Concernant ses pouvoirs, elle maîtrise des décharges de plasma, en plus de bénéficier d'une force et d'une résistance surhumaine. En plus de planer dans les airs, je pense qu'elle pourrait également voler la vedette, comme disent les jeunes bien sûr, à Homelander. Stormfront devrait être un énorme piège pour le public en tant que parfaite illustration d'idées nauséabondes masquées par un magnifique emballage avec la maîtrise des codes de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Son influence devrait permettre de désagréger celles qui restaient encore à Homelander tout en promouvant insidieusement une idéologie d'inspiration nazie comme le laisse supposer l'aigle de sa ceinture et le symbole de ses boucles d'oreilles rappelant celui des SS. Si l'arrivée de Stormfront est une certitude, celle de Tech Knight reste une supposition. Ce milliardaire fortement inspiré de Tony Stark et dont le nom a déjà été cité en première saison pourrait enfin faire son apparition. Et je pense que cet ajout pourrait parfaitement s'intégrer à la thématique du complexe militaro-industriel sur lequel je reviendrai dans le troisième axe de théorie avec les pistes scénaristiques. Dans les comics, Tech Knight se caractérise par une compulsion sexuelle incontrôlable. La série pourrait reprendre l'idée, mais aussi y apporter un twist plus intéressant. Par exemple, je n'en sais rien, en associant son excitation sexuelle au danger ou au choc, comme dans Crash de David Cronenberg. Il y a un autre personnage très attendu qu'on verra à coup sûr en saison 2. Il s'agit de Terreur, le chien de Billy, qui devrait l'accompagner pour une mission dans un des 8 épisodes. Le showrunner était inquiet à l'idée des difficultés de tourner avec un chien, mais l'envie de mettre en scène le fameux bulldog était trop forte. Étant donné la sensibilité actuelle d'Internet envers les chiens, j'ai hâte de découvrir les variations qui seront prises par rapport aux comics pour ce good boy parmi les boys. De nouveaux super devraient donc rejoindre les 7 et on aura éventuellement un clin d'œil à Jack from Jupiter des comics. Le showrunner a indiqué qu'il voulait limiter l'élément surnaturel et science-fiction aux effets du composé V, donc pas d'extraterrestre ou de cyborg a priori. Jack, qui est évidemment une parodie du Martian Manhunter de DC dans les comics, pourrait éventuellement apparaître dans un film pornographique anecdotique dans cette saison 2. Et je ne sais pas si Seth Rogen en sera le réalisateur, mais c'est déjà tout un programme. Du côté des boys, il pourrait peut-être compter sur la légende, un propriétaire de boutique de comics qui connaîtrait tous les terribles secrets des super. Il se pourrait bien que ce personnage soit interprété par Patton Oswalt, mais absolument rien de sûr pour le moment. Enfin, des infos de casting nous apprennent l'arrivée de Goran Vichnik dans le rôle d'Alistair Adana, l'inquiétant guide spirituel d'un culte entouré de mystères, tandis que Claudia Doumit incarnera une jeune et prometteuse représentante du Congrès américain. Il s'agira peut-être enfin d'un personnage positif ou au contraire d'une autre arriviste prête à tout pour gravir les échelons du pouvoir en marchant sur la tronche de nos idéaux. Après le final de saison 1 et les nouveaux personnages, passons au troisième thème avec les enjeux scénaristiques et le rôle des 7. Du côté de la compagnie Vought, l'enjeu central de la première saison consistait à faire accepter les super au sein de la branche militaire pour étendre encore davantage l'influence de la multinationale sur les affaires d'État et surtout viser l'explosion des bénéfices au rythme de celle des bombes. Rappelez-vous, le plan consistait à étendre l'accès au composé V pour que des ennemis des États-Unis développent leur propre super. On se retrouve notamment avec Nakib, le capitaine, un terroriste de l'État islamique découvert au travers d'une vidéo de surveillance. Pour faire face à une telle menace, l'État américain n'a pas vraiment d'autre choix que d'intégrer Vought à ses opérations, ce qui confirme sans doute les enjeux de pouvoir politique déjà suggérés par l'introduction de la représentante du Congrès. Avec Stormfront et cette idée qu'on suppose inspirée du nazisme, les États-Unis pourraient rapidement se retrouver embarqués dans des actes d'épuration ethnique ou encore de conquête de territoire, ce qui menacerait forcément l'équilibre international. En poussant même l'idée un peu plus loin, il pourrait être amusant, je suppose, de voir débarquer des super d'autres pays, mais là je rêve un peu sans doute. Outre ces enjeux externes, on retrouvera forcément ceux qui sont propres au set, avec notamment les réactions de Maeve, Starlight, Black Noir et The Deep aux événements de la première saison. De mon point de vue, on attend de Maeve une forme de rédemption, notamment en prenant le parti de Starlight, mais cela devrait forcément la marginaliser et la mettre en danger. Elle pourrait chercher à assumer sa sexualité, ce que ne veut pas Vought, qui joue toujours sur la fascination sexuelle générée par ses figures de proue. Ceci dit, on pourrait parfaitement voir Queen Maeve devenir une icône gay, ce qui pourrait amener une opposition frontale avec Stormfront si celle-ci conserve bien l'homophobie criminelle qui caractérisait aussi ces sacrés nazis qu'on aime tellement détester.
Starlight sera sans doute sous surveillance, d'autant plus que A-Train devrait survivre à sa crise cardiaque de fin de saison 1 et potentiellement témoigner de l'aide qu'elle a apportée à Huggy. Attention toutefois, on pourrait aussi espérer une évolution d'A-Train qui défendrait ceux qui lui ont sauvé la vie en les couvrant, mais Starlight n'échappera pas, je pense, à la surveillance accrue par Black Noir, sur lequel je vais revenir en détail. Du côté de The Deep, l'Aquaman raté, difficile de deviner si et comment il sera rattaché à l'intrigue principale, mais il faut reconnaître que le personnage est intéressant, avec cet étonnant mélange entre imbécilité aussi profonde qu'une fosse océanique, sensibilité aux moules en captivité et complexe d'infériorité. Je pense que la série continuera de l'utiliser et d'explorer son évolution, sachant que l'abus dont il a été victime lui-même dans l'étrange scène des branchies devrait lui faire prendre conscience du mal qu'il a fait à Annie, alias Starlight. Black Noir est un élément important, voire essentiel des comics, et on sait qu'il aura nettement plus d'impact en saison 2, en s'imposant comme une présence particulièrement terrifiante. J'évoquerai en détail son identité dans les dernières théories qui portent sur les énigmes de la série, mais on peut déjà supposer qu'il sera chargé de ramener les brebis galeuses dans le droit chemin. En effet, il semble que Black Noir soit le plus dévoué de tous à Vought et, avec Homelander, celui qui tue avec le plus de facilité, voire sans doute de plaisir. Il pourrait incarner le potentiel totalitaire qui sommeille en chaque État faute de contre-pouvoir. En toute logique, on devrait le retrouver sur les traces des Boys et, comme je le disais, de Starlight ou encore de Maeve, si son allégeance venait à changer totalement. Puisque je parlais des Boys, il est temps d'aborder le 4e thème avec les théories sur l'avenir du groupe. La première grande question, c'est celle du composé V et de son éventuelle utilisation par les membres de l'équipe pour faire le poids contre les super. A priori, il serait étonnant que la série prenne cette direction, même si elle est totalement assumée dans les comics. En effet, le showrunner Eric Kripke semble attaché à l'ambiance particulière qui provient de l'opposition entre humains ordinaires et super-héros. Ceci étant dit, il n'est pas totalement impossible que le composé V vienne surprendre, par exemple s'il était injecté à un personnage sans que les spectateurs ne le sachent. Et dans le groupe, on a donc déjà la fille, Kimiko, qui a été modifiée entre guillemets par la substance, mais en termes de force de frappe, cela risque de rapidement devenir insuffisant. Et vous alors, vous en pensez quoi? Vous préférez que les Boys restent dénués de pouvoir ou plutôt qu'ils en développent pour aller vers des affrontements physiques plus directs? De mon côté, je préfère l'ambiance David contre Goliath, ça me semble plus excitant. Quoi qu'il en soit, reste un point essentiel, à savoir la dynamique et l'équilibre du groupe. Billy Butcher les réunit parce qu'il ne peut pas arriver seul à ses fins, mais à quel point se préoccupe-t-il vraiment des autres Boys? La première saison donne surtout l'impression que Billy les manipule. Le Frenchie a développé une relation à part avec Kimiko et Yugi est amoureux de Starlight, une super, ce qui leur donne forcément une perception des choses bien différente de celle de Butcher. Quant à Mother's Milk, il semble être le pivot du groupe. Tant qu'il reste dans le camp de Billy, sa présence devrait rassurer, mais s'il abandonne, c'est tout qui sera remis en cause. Apparemment, Mother's Milk a une scène particulièrement délicate ou difficile dans la saison 2, et je me demande bien de quoi il s'agit. En plaisantant, l'acteur reproche en effet cette scène à Karl Urban, avec lequel il s'est livré à une guerre de farce sur le tournage. Voilà qui promet. Au passage, on remarque que Mother's Milk est obligé de boire le lait de sa mère pour survivre dans les comics, et oui. Mais dans la série, c'est avec Homelander que les produits laitiers seront vos amis pour la vie. Kimiko est clairement une variation sur Wolverine, sans rouflaquette, et je me demande si la série creusera son histoire ou la laissera nimber de mystère. L'une des scènes marquantes de la première saison était sans nul doute son combat contre Black Noir, ce qui nous amène au dernier thème, celui des énigmes. Première énigme, le bébé de Madeleine Stillwell. On peut partir du principe qu'il est parti en fumée avec la maison de celle-ci, mais peut-on être sûr qu'il n'était pas un super? Peu importe. Après tout, une femme aussi ambitieuse qu'elle aurait-elle élevé un enfant normal, sans exploiter l'opportunité d'être la mère d'un super au potentiel énorme? Étant donné la relation oedipienne qu'elle entretenait avec Homelander, je serais étonné que le bébé ne soit pas tombé dans la marmite de composé V quand il était petit. On pourrait ne plus en entendre parler jusqu'à la saison prochaine, ou alors le plus probable, c'est que je me fasse complètement des films à son sujet. Deuxième énigme, celle des mouches. C'est un sujet souvent évoqué et débattu. Ces mouches présentent à l'écran dans plusieurs scènes et pour lesquelles un bruitage semble même avoir été ajouté en post-production. Eric Kripke a déjà eu l'occasion de préciser que c'était un hasard et qu'il lui avait semblé intéressant de ne pas effacer la présence des mouches sur le tournage en tant que symbole de la corruption ambiante. Il est probable que ce soit vrai bien sûr, mais reste toujours une chance qu'il s'agisse en réalité de Swato, un personnage inspiré des comics dérivé de Ant-Man et qui pourrait être l'espion idéal. Troisième énigme, mais pas des moindres, la véritable identité de Black Noir. Attention, je vais ici lâcher un gros spoiler bien dodu sur les comics et potentiellement sur la série, mais à vrai dire, je ne pense pas qu'il s'appliquera à la série.
C'est bon, si vous êtes encore là, c'est que vous voulez savoir. Alors dans les comics, donc, Black Noir est révélé comme un clone de Homelander, prévu pour le détruire s'il pète les plombs. Black Noir est encore plus fou et dangereux que le Homelander original et il a commis plusieurs atrocités sans son costume pour les mettre sur le dos de Homelander. Ceci dit, je ne crois pas que cette idée sera reprise dans la série. Pour commencer, ce serait un secret trop facilement éventé qui risquerait de tomber à plat plutôt que de couronner le final de la série. Par ailleurs, lors de l'affrontement entre Black Noir et Kimiko, celle-ci se révèle capable de le couper, ce qui semblerait improbable s'il était aussi indestructible que Homelander. Autre remarque, connaissant la personnalité de Homelander et sa capacité à voir au travers de presque toutes les matières, il serait étonnant quand même qu'il n'ait jamais regardé le véritable visage de Black Noir. Mais alors, si Black Noir n'est pas un clone de Homelander, il pourrait réserver une surprise bien différente. Il ne serait pas forcément le clone d'un autre personnage, mais cela reste pourtant une piste exploitable. On pourrait imaginer un clone de Billy Butcher, voilà, qui demanderait certes des justifications sacrément solides et pourrait sembler un peu artificiel. Ceci dit, on pourrait imaginer un scénario dans lequel Butcher a toujours été un super sans le savoir, ce qui rendrait sa croisade contre cette catégorie de personnes dont il ferait donc partie encore plus futile et donc tragique. Généralement, les seules bonnes raisons scénaristiques de cacher un visage sont une personne défigurée au visage trop connu ou encore un individu considéré comme mort. Je vous laisse spéculer à partir de là. Le Black Noir de la série pourrait aussi être un personnage original dont on pourrait découvrir la faiblesse en saison 2. Et si sa présence risque de devenir plus terrifiante encore, sa kryptonite pourrait en revanche être quelque chose de trivial comme la lumière du jour, ce qui expliquerait son costume, à moins qu'il ne soit allergique aux bisous, ce qui permettrait l'introduction des bisounours en saison 4. Bon ok, on va arrêter les théories pour sagement attendre cette saison 2 qui s'annonce saignante.